Bon, nous sommes prêts à commencer. Bienvenue à tous à la première édition du programme intitulé In the Process, une série en ligne d'entretiens d'artistes organisée par AICA Caraïbes du Sud, section régionale de l'Association internationale des critiques d'art. Je m'appelle Alison Thompson et je suis présidente d'IACA Sud de la Caraïbe. Nous espérons que ces conversations, qui font partie d'un projet communautaire lancé par les membres d'IACA Sud de la Caraïbe, nous révélera des expériences et des vécus d'artistes de la Caraïbe, la façon dont ils produisent leurs œuvres d'art et le processus de créer et de communiquer le sens. C'est tout à fait convenable de commencer cette série, ce projet communautaire avec Alberta Whittle. Alberta est née à la Barbade et travaille entre la Barbade, l'Écosse et l'Afrique du Sud. Imbriquée des conversations du diaspora, Alberta considère que les composants clés pour contrecarrer anti-blackness sont l'amour-propre radical et le soin collectif. Sa pratique contient la chorégraphie d'installations interactives à l'aide du film, la sculpture et la danse, comme des œuvres d'art dans des espaces publics et privés. La dernière exposition individuelle de Whittle, How Flexible Can We Make the Mouth, c'est-à-dire jusqu'où ira la souplesse de la bouche, à Dundee Contemporary Arts en Écosse, a eu pour objectif la guérison, l'écriture et la parole comme moyen de se libérer. Alberta était l'un des 10 récipiendaires de la bourse Turner pour 2020, décernée cette année au lieu des nominations pour le prix Turner aux artistes, et je cite, choisis pour leur contribution significative à des développements nouveaux dans l'art contemporain. Elle était chercheuse de Raw Material à Dakar en 2018 et la récipiendaire de la Margaret Tate Award pour 2018-2019. Whittle est aussi la récipiendaire de 2020 de la Freeze Artist Award et ce film sortira le mois prochain. Elle est membre du comité de Transvision Gallery à Glasgow et membre du comité exécutif du Scottish Creative Artwork. Alberta aura beaucoup d'activités très intéressantes dans le futur proche, comme le Liverpool Biennial et le British Art Show 9, les deux qui auront lieu en 2021. Tout cela est très passionnant, c'est vraiment intéressant que tu arrives à faire tout cela. Félicitations. Mais je dois ajouter qu'Alberta est la fille de Janice Whittle, qui est le conservateur des Queen's Park Galleries ici à la Barbade, et de Nick Whittle, qui est artiste et écrivain, et aussi un des membres fondateurs de l'association IACA Sud de la Caraïbe et est ancien président de l'association régionale. Donc, comme j'avais dit au début, effectivement, il est tout à fait raisonnable de commencer ces conversations avec cet artiste qui est très occupé et assez passionnante. Alors, je dis à Alberta, merci d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui dans cette conversation. Je veux commencer en disant que même si nous sommes dans cet environnement un peu différent, étrange, d'être en ligne,
que tu es encore ici à la Barbade, comme moi, je le suis. Et en fait, on ne s'est pas vu avant cette conversation. Et en fait, ta première exposition individuelle qui a lieu à Tyburn Gallery en mai 2019. Et j'étais en fait à Londres pour l'ouverture. Je voulais vraiment pouvoir m'entretenir avec toi puisque j'ai pris connaissance de ton œuvre à partir de ce moment-là. Mais il y a eu tellement de changements, beaucoup de choses se sont passées. Tu es rentré à la Barbade en mars, juste avant la fermeture due à Covid. Cela a été vraiment 6 mois vraiment fous, sans précédent. Il y a eu la pandémie, il y a eu des manifestations autour du mouvement Black Lives Matter, des monuments qu'on a enlevés, la situation inédite aux États-Unis avant l'élection présidentielle, l'incertitude du Brexit. Et vraiment, tu dois te sentir béni d'être ici à la Barbade, puisque le pays a bien fait pour contrôler la situation autour de cette pandémie. Et tu es ici pour la nouvelle que nous allons devenir une république. Et le pays est en voie d'accepter de légaliser les unions civiles de couples de même sexe. Et parmi tous ces événements inédits, il y a eu beaucoup de développements dans ta carrière personnelle, comme la bourse, British Art Show, la Fritz Award. Et c'est intéressant que tu as pu continuer à travailler pendant toute cette situation inédite. Alors, je me demande, comment ont été ces 6 mois pour toi? Comment est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu as ressenti ces 6 derniers mois? On ne t'entend pas. Ah, nous voilà. Alors, je veux vraiment remercier Alison et les autres membres de l'association régionale d'IACA, comme Nathalie au musée de la Barbade et ses collègues, parce que vous me permettez de venir et de partager un peu ce que je fais. Et je suis d'accord que c'est un moment de réfléchir à toutes ces bénédictions qu'on a dans un monde avec tellement de changements. Parce qu'en effet, je me sens vraiment bénie d'être chez moi. Quand j'avais décidé de rentrer, il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes autour de ma décision. En mars et en avril, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'ignorais s'il allait être un moment bref, assez court avec cette pandémie, ou bien si ça allait prendre un peu de temps. Alors, quand en effet on a déclaré qu'il y avait une pandémie, j'étais en fait contente d'avoir ce moment pour moi, chez moi, parce que cela allait me permettre de voir comment ça allait être de passer un bon moment ici et être à l'intérieur regardant l'extérieur. En fait, je croyais que j'allais passer un moment assez calme, relaxant, parce que la plupart de mes expositions, de mon travail a été reportée. Et donc, je pensais que j'allais avoir le temps de réfléchir et de prendre la vie un peu au ralenti. Mais en fait, quand on avait vu
l'ampleur de la pandémie et on avait vu la situation des Noirs et des groupes de migrants et des groupes minoritaires. On avait vu effectivement que ces groupes n'étaient pas tout à fait préparés à la situation raciale. Je me sentais obligée, je dirais, j'étais préparée à travailler à leur cause. Et les associations avec lesquelles j'allais travailler, ce sont elles, en fait, qui ont collaboré, qui ont mis en place des actions qui m'ont permis de travailler sous forme électronique. Ce type de programme était tout à fait nouveau pour moi. Je n'ai jamais travaillé comme ça auparavant. Et cela m'a donné l'occasion de réfléchir réellement à ce qui se passait sur le plan mondial, sur les idées, sur le pouvoir, la race et la géographie. En fait, en avril, j'ai collaboré avec un programme en ligne. Et en fait, il y a eu des programmes comme Business as Usual et Art Night London qui étaient en ligne. Donc, j'ai pu collaborer avec ces programmes. Et j'ai préparé les 2 films que nous allons utiliser dans cette conversation. Et en fait, c'était la période qui exigeait un travail rapide. Et en fait, avec ce grand désir et en fait ce sens de la responsabilité, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur ce qui se passait dans un sens réel, surtout dans le contexte de la période dans laquelle nous vivons et le fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de support, de soutien pour ce type de travail. Donc, il y a eu la situation des ouvriers qui travaillent avec les malades, qui ont besoin d'une voix, de la police, de la violence. Je voulais vraiment réfléchir sur ce qui est pour moi un moment, une période très volatile dans le sens inédite que je n'ai jamais vécu auparavant et en fait faire du sens de tout ce que cela signifie parce qu'il y a eu la perte, la mort. Alors en tant qu'artiste, on est comme un conteur, on est là pour poser des questions, faire poser des questions à son auditoire. Alors, le moment était vraiment riche et m'a permis de réfléchir sur ces questions. Alors, effectivement, comme tu as dit, nous avons 2 films juste avant d'avoir cette conversation. Alors, le premier film, c'est August Cometh Most, et ça fait partie d'un des chapitres, une des parties d'un film plus long qui s'appelle Whisper and a Cry, que tu as pu réaliser avec le Margaret Tate Prize. Et ce film faisait partie de ton exposition individuelle, How Flexible Can You Make the Mouth, jusqu'où ira la souplesse de la bouche, qui a eu lieu à Dundee Contemporary Arts, en fait, il y a 1 an, en septembre 2019, et nous voyons là à l'écran quelques images. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette exposition, de l'ampleur et l'objectif que tu as eu? Parce que même si les gens écoutent maintenant et ils sont maintenant familiers avec le travail que tu fais, en fait, ça c'est une exposition qui était très ambitieuse pour toi.
en matière du type de travail que tu as eu à mettre, à juxtaposer. Vraiment, ça c'est vraiment beau. Je n'ai jamais pensé qu'au moment où on m'a invité à voir cette exposition, que j'aurais eu tout le musée juste pour moi, parce qu'il y a eu ce grand espace dans lequel je pouvais travailler. Alors j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses impensables auparavant parce que j'avais accès, j'avais la possibilité de travailler cet espace. Puisqu'effectivement j'avais aussi le soutien de l'institution, du musée. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir l'imprimerie qui se trouve juste à côté. Donc, effectivement, cela m'a permis de faire beaucoup plus qu'auparavant. Donc, c'était incroyable. J'étais en mesure d'être plus ambitieuse qu'auparavant. C'était vraiment un moment spécial. Je ne peux pas imaginer que cela fait déjà 1 an et pas 1 semaine. Et en fait, beaucoup des questions qui en sortaient restent encore avec moi. Et en fait, ces questions me permettent de réfléchir aux questions des ancêtres et comment cela nous permet de trouver des réponses à la perte, à la mort. Et en fait, c'était cette question de deuil et de la mort, la perte d'un être cher. Alors, en fait, ce travail a permis de réfléchir à la relation entre tous ces éléments, l'importance de la mère et comment la mère devient témoin de notre vie, de notre passé, de tout. Et l'exposition commence avec une série de blocs qui ont été fabriqués dans l'imprimerie. Et en fait, ces blocs de l'imprimerie ont des points communs avec des blocs qui ont été fabriqués dans le XVIe siècle. Et en fait, celui qui a fabriqué ces blocs, Théodore Dubry, il les a imaginés comme des rencontres entre Christophe Colomb et les peuples indigènes de l'Amérique. Et quand je travaillais avec ces blocs, c'était vraiment avec l'intention d'intervenir dans cette histoire d'arrivée et de rencontre, et aussi de qui a le pouvoir de raconter ces histoires. Qui sont ceux qui sont valorisés dans ces histoires et qui a le pouvoir de la représentation dans ces histoires, parce que ce sont eux qui sont valorisés dans cette histoire. Et en fait, c'est le début, le commencement de l'exposition, parce que ça engendre cette conversation et permet à ceux qui regardent l'exposition de voyager avec toi. Et en fait, vers la fin de l'exposition, il y a une salle beaucoup plus petite qui permet des rencontres plus intimes. Et c'est dans cette salle que j'ai réalisé ce film, From the Forest to the Concrete, des forêts au béton. Et ce film a été réalisé dans quelques jours avant l'ouragan Dorian qui a dévasté les Bahamas le 1er septembre. Et c'était en fait une réponse à cette tragédie, à cette catastrophe.
Et en fait, c'était le lien dans cette exposition qui cherchait à trouver des réponses, parce que tout cela m'avait vraiment affecté, gêné, même à distance, même si c'était pas l'île où j'habite, parce que en fait, les Bahamas, c'est la même région, c'est le même quartier. Et en fait, comme artiste, je ne pouvais pas ignorer, éviter cette tragédie. Et en fait, c'était ma responsabilité de faire partager cette tragédie avec ceux qui regardaient l'exposition. Et je voulais trouver un moyen de travailler intimement avec cette tragédie qui s'est passée aux Bahamas. Mais en fait, je ne voulais pas que ceux qui regardaient l'exposition en sortent traumatisés, parce que les images que je choisis, c'est très important pour moi que ces images ne laissent pas ceux qui regardent l'exposition traumatisés ou d'avoir une expérience douloureuse à cause de l'exposition. Donc en fait, je pense à d'autres éléments, la météo, d'autres images. Et c'est pour cela que je voulais vraiment contrôler l'environnement. Et comme c'était une salle très petite, plus intime, je pouvais arriver à cet objectif. Et donc, mon travail pouvait être projeté à l'écran sur une petite télé avec quelques chaises. Et j'ai travaillé avec deux bons amis, ce sont des amateurs, mais ils m'ont aidé. Justement, avec leur aide, j'ai voulu réaliser quelque chose que les gens pouvaient toucher. Et en fait, j'ai fini par avoir quelques coussins dans cette exposition, dans cet espace tranquille. Et en fait, l'idée du coussin est venue d'Anna parce que elle voulait que je fasse un arbre généalogique quand on lui a demandé de travailler avec un autre projet. J'avoue que cela m'a fait avoir beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, je pense avoir évité de réfléchir à cette question de l'esclavage, d'être enfant des esclaves, de faire partie de cette histoire. Et j'avais l'impression que parler de tout cela allait être douloureux. Et en fait, je n'étais pas sûre de pouvoir faire cela. Mais en fait, avec l'aide de ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes sœurs, j'ai pu en fait créer cet arbre généalogique. Et en fait, c'était un produit de beaucoup de documents qui avaient en fait des parties qu'on ne pouvait pas vraiment raconter, des éléments manquants. Donc, en fait, sur le tissu, cet arbre généalogique était sur un côté et puis l'autre côté, j'avais en fait des éléments du Ghana. Et donc, en fait, cela faisait ce lien transatlantique et c'était très intéressant de faire ce travail. Et donc, j'utilise ce symbole que je prononce sûrement de la mauvaise manière, Atsena Tikana. Et en fait, on a pu mettre ce symbole sur le tissu. Et en fait, le symbole, c'est pour les dents et la langue, qui symbolise l'amitié et les relations interdépendantes, que je trouve très intéressant, en fait, très cool pour identifier avec mon travail, avec ma pratique d'artiste.
Alors, ça, c'est pour la couette. Alors, pour les coussins qui étaient dans cette petite salle. Et en fait, pour ces coussins, on utilisait de la peinture spéciale, thermale, qui laissait une trace quand quelqu'un s'est assis sur ce coussin. Alors, cette trace qui était laissée, c'était comme une hantise, une présence qui était laissée. Alors, en fait, en créant, en pensant à cette exposition avec Greta Ondara, qui est un être très intéressant, qui m'est très cher, j'avais envisagé ce voyage, cette idée de voyage, mais qui avait des moments de pause, de repos, afin que l'auditoire pouvait bien réfléchir à ces questions d'histoire contestée, controversée, et leur relation personnelle avec ces histoires. Alors là, c'est vraiment beau. Alors ici, nous avons une image du film, de l'exposition. Et en fait, nous avons cette image du film Between a Whisper and a Cry, qui traite le thème du changement climatique, en particulier la vulnérabilité de la Caraïbe et de ses petites îles. Et pour toi, c'est très important l'environnement, l'interaction de ceux qui regardent l'exposition. Alors, pourquoi était-ce important et comment est-ce que cela a contribué à la compréhension de la vidéo? Et comment est-ce que les conditions dans lesquelles on visionne une vidéo, comment est-ce que ces éléments fonctionnent comme outils de communication, surtout pour tes vidéos qui ont une relation avec le Royaume-Uni, avec des gens qui ne sont pas des petites îles. Quand j'ai commencé le film Between a Whisper and a Cry, ça faisait une année avant Covid. En fait, partout où je vais, j'ai des images, je prends des images, et mon esprit d'éditer a vraiment commencé en août 2008. Et c'était en fait pendant une saison d'ouragan assez mauvaise. Et en fait, j'étais surpris, choquée par le manque d'empathie, de sympathie que des collègues, des amis en Europe avaient pour la situation. Et alors, la période de la saison cyclonique approchait, et la plupart des week-ends, je passais le temps à dire à ma famille, oui, on est en train de préparer au cas où on aura un ouragan. C'était en fait cette anticipation qui me paraissait un peu naïve, qui donne l'impression que rebâtir est impossible et nous dérobe de l'espoir. Et que nous, en tant que petite île, nous avons les moyens de constamment se reconstruire. Et en fait, même quand je donnais des exemples en disant avec ouragan Sandy et Katrina, je recevais comme une résistance à cette idée que nous sommes vraiment en péril, que c'est pas facile de confronter chaque fois cette situation. Alors, c'est pour contrecarrer en fait cette manque de compréhension, d'empathie, de cette passivité envers notre relation avec l'environnement et le climat colonial, en fait, qui fait partie de tout cela.
je voulais en fait faire ressortir notre architecture des maisons en bois, des maisons de château, et pour en fait parler de la résilience, du thème de rebâtir, qui ont la beauté et l'espoir. Et si vous regardez au dos, au verso de l'image, vous verrez en fait une de ces maisons de château en vert et en rose. En fait, on a donné le nom de cette partie au chanteur de calypso Dennis Blackman. Et en fait, je me souviens des histoires d'enfance qu'on me racontait qu'il est mort en mer, puisqu'en fait, sa maison a été emportée par les eaux et puis est passée en mer. Donc en fait, il est mort à la mer, même quand il aurait pu être sauvé. Alors ce souvenir de cette mort, cette perte est resté avec moi tout au long de la conception et de travailler cette exposition. Tu sais, c'est ce qu'on dit. Nous avons la mer juste à la porte, et c'est vrai que cette image, cette phrase me revenait pendant que je travaillais sur la préparation de cette exposition. Et en fait, cette maison devient un mémorial pour lui. Emporter les fondements, emporter. Peut-être que ceux qui regardent peuvent voir le toit, en fait, et cela symbolise les maisons de château en bois, les maisons en bois. Et vous allez peut-être voir des chaises en plastique qui sont liées les unes aux autres par des chaînes. Et en fait, l'inspiration pour ce travail, c'est du poème June Too Soon, July Stand By. Alors, juin, parti trop tôt, et puis juillet à la porte. Et puis September, Remember, October, All Over. Se souvenir en septembre, octobre, c'est déjà fini. Alors, vous pouvez voir que c'est un beau moment de synchronicité. Alors, cette image, en fait, ça vient d'un service de culte des baptistes. Et les chaises sont des images qui représentent, en fait, ce que l'on voit dans ce culte religieux. Et les chaînes représentent ce que l'on utilisait pour nous enchaîner au cou pendant l'esclavage, pour que ceux qu'ils rendaient en esclavage deviennent chattel, des biens immobiliers et en fait des cautions. Et en fait, c'est ce qui fait partie de mon travail, surtout avec ces ouvriers qui sont là dans cette pandémie, ceux qui travaillent avec ceux qui sont malades. Et en fait, tous ces moments sont interconnectés. Et je suis vraiment surprise de voir que nous ne voyons pas cette ambivalence dans l'histoire, qu'en fait, l'histoire se répète. Alors, je voulais que ceux qui regardaient le film comprennent les thématiques, les soucis que je soulève dans le film, parce qu'on ne peut pas vraiment éviter de réfléchir à la question du pouvoir et comment cela fait partie de notre existence aujourd'hui. Alors, si vous êtes assis sur cette chaise et vous ne constatez pas qu'il y a des chaînes qui lient ces chaises,
Et qu'en fait, vos pieds touchent ces chaînes, ils deviennent en fait un poids que vous êtes là maintenant obligé de réaliser, de constater. Et quand j'étais en train de ramasser ces chaînes, puisque je les prenais de Glasgow, je voulais en fait que les poids égalaient un poids de 2 adultes et un enfant. Alors environ 200 kilos, ça dépend du poids des gens. Mais je voulais qu'en fait que cela égale le poids d'une famille qui va nous permettre de réfléchir à la mort, à la perte, et que historiquement les chaînes et les esclaves même qui deviennent des poids qui maintiennent le poids du bateau. Et le fait qu'on jetait des corps par terre, dessus du bateau, en fonction de la valeur qu'ils apportaient, soit morts ou vivants. Et ça peut être aux enchères quand ils arrivaient, ou bien pour de l'assurance que les planteurs recevaient. Et je vois là le rapport avec la crise des migrants et la manière dont nous regardons cette situation, puisque nous voyons qu'on utilise leur vie encore comme des poids pour contrebalancer le poids des bateaux. Et de la même manière, on les jette par-dessus du bateau si il n'y a pas de valeur financière à leur vie. Et tout cela dans cette recherche d'arriver en Europe. Alors pour moi, ces outils sont intentionnels et ils deviennent très importants pour moi et m'orientent dans ma décision pour faire voir ce film. Et les 3 derniers films que j'ai fait depuis le confinement, c'est-à-dire Holding the Line, Business as Usual et Hostile Environment, j'ai dû vraiment réfléchir au manque de soutien que je pouvais donner à ceux qui allaient regarder ces films, puisqu'ils allaient visionner ces films en dehors des environnements physiques que j'étais en mesure de créer, ou leur donner un peu de réconfort. Là maintenant, je suis vraiment consciente que les gens regardent des films sur leur portable, sur leur tablette, quand ils préparent à manger, quand ils sont en train de s'occuper des enfants. Et je sais que je ne peux pas tout contrôler, mais c'est vrai que je réfléchis à la manière dont je peux commencer une conversation quand en fait je ne peux pas contrôler l'environnement et quand les gens ne sont pas présents dans l'environnement que je crée. Et pour mon nouveau film, Reset, je réfléchis beaucoup à cette question. Et en fait, je réfléchis à quelles instructions, quelles consignes je peux donner aux gens pendant qu'ils visionnent ces films. Parce qu'en fait, je pense que nous sommes dans une autre période où nous pensons aux gens qui regardent les films et le soin qu'on leur accorde et quels outils nous pouvons leur donner avec tant d'éléments, tant de programmes en ligne, parce qu'avec la distanciation physique, on ne peut pas avoir les expositions de la même manière, les programmes de danse, etc., de la même manière. En fait, visionner les œuvres
Ce n'est plus la même chose qu'auparavant. Alors, le chapitre, la partie pour le mois d'août commence avec une citation et je pense que nous avons quelque chose que nous allons projeter à l'écran avec cette citation, Nathalie. Et la citation vient de l'œuvre de Toni Morrison, Beloved. By and by, all trace is gone, and what is forgotten is not only the footprints, but the water too, and what is down there. The rest is weather, just weather. Et tu m'as dit que cette citation, même si tu l'as lue, ça n'apparaît pas comme une citation dans la dernière section. Alors, en fait, je crois que cette citation nous donne un contexte des situations différentes que tu présentes dans ce chapitre. Et tu fais la relation, le lien entre ce que Toni Morrison fait avec la météo et l'esclavage. Et comment Christina Sharp parle aussi de la même chose en disant que anti-blackness est le climat aujourd'hui, la météo aujourd'hui. Et tu fais le lien de façon directe avec le paysage de la Caraïbe et le changement climatique. Alors, cette superposition d'images, d'archives et tes propres images avec des mots, des textes, des œuvres de Morrison, de Sharp et de Brathwaite nous permet de visualiser, de visionner cette conversation en continu, comme Sharp le dit, de l'impact du colonialisme sur le paysage de la Caraïbe. Parle-nous de comment toi, tu arrives à démontrer cette relation, ce lien dans ton travail. J'aime bien cette idée des choses en continu. Je trouve très utile de penser que les conversations ne se sont pas vraiment arrêtées. Et je crois que c'est très utile quand nous pensons à ces histoires, ces idées sur l'histoire et les mettre en relation avec la situation mondiale. Et en fait, la citation de Toni Morrison, je l'ai connue à travers l'œuvre de Sharp et ses pensées avec les pensées de Camille Brathwaite. Et en fait, ce sont ces travaux qui m'ont influencé, qui ont influencé ma manière de penser. Alors en fait, cette image est très intéressante. Je suis là à Dakar, dans un petit bateau, et j'essaie de faire le mouvement limbo. Et j'ai compris comment Camille Brathwaite et Wilson parlent du membre du corps fantôme. Et en fait, que le mouvement, quand on fait limbo, c'est en fait des stratégies de manœuvre, mais en fait aussi de délocalisation et la rupture dans les communautés. Il y a quelque chose dans cette danse, dans cette limbo, dans cette stratégie, dans cette façon de manœuvre qui apparaît dans d'autres danses par d'autres artistes et la manière dont nous essayons de gérer la perte, la mort. Et j'ai décidé d'utiliser cette citation directement de Toni Morrison parce que elle met l'accent sur la manière dont nous devons gérer
notre quotidien en tant que Noirs. Et cette idée de continuité est la hantise de tout cela. Et si nous pensons à l'idée de Christina Sharp sur la météo, cela nous hante. On ne peut pas nous en échapper. Et cette idée de continuité et de mémoire me fait vraiment réfléchir à ce que l'on a vraiment perdu et comment nous pouvons contester l'histoire et l'art comme mémoire. Et ce que ça veut dire quand nous oublions et nous ne pouvons pas guérir rapidement, donc en fait la guérison devient assez lente. Et cette ampleur et l'espoir de guérir et tout cela me pèse. Et je suis reconnaissante que Christina Sharp a pu écrire quelque chose pour mon exposition d'essai. Et Kamau m'a permis d'avoir ce poème de Kamina qui parle de deuil et de douleur, de la mort, qui figure au centre du travail. Alors, toute l'exposition devient une dédicace à la mort, à la perte d'un cher. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ces histoires de mort, de perte, et ces conversations internationales, intergénérationnelles entre des artistes. Kamau, Wilson Harrison, Toni Morrison, Christina Sharp, qui suggèrent quelque chose de cette géographie de la Caraïbe, jusqu'aux régions montagneuses de l'Écosse où il y a des parties du film. Et cette idée encore de la danse, le limbo, de faire des manœuvres et d'être entre des espaces. Et notre façon de penser à ces lignes et ce qui est perdu dans ces espaces. Maintenant que nous sommes en septembre et nous arrivons à la saison des ouragans, je suis là, je suis coincée dans ce moment de continuité. Quelles histoires se cachent encore sous la mer? Je crois en fait que ce sera une préoccupation constante qui me hantera tout au long de mon travail. Et cela se révèle dans des endroits même si je ne le veux pas. Et bien voilà, là il y a la danse limbo. Alors, tu as décrit ton travail comme étant basé sur la recherche et ton désir de répondre à la souffrance. Et cela se voit dans ton deuxième film que nous mettons à la disposition de nos membres, Holding the Line, que tu as complété pendant ton séjour ici à la Barbade. Et ce film traite la situation qu'on connaît avec la police qui arrête des hommes noirs et la situation autour de la mort de George Floyd et le renversement de statut. Et puis, il y a un contraste avec des scènes de paix, de rituels et même de joie. Et on met ces scènes en relation les unes avec les autres. La définition de Saidiya Hartman de révolte qu'elle donne comme la lutte quotidienne de vivre en liberté.
comment est-ce que le temps d'être à la Barbade pendant cette période de changement mondial, comment est-ce que ce film a été influencé par cette période? Tu sais, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir réfléchir à ces idées et en fait de pouvoir entrer. Et il y a aussi cette idée de travailler de la périphérie. Et en fait, au Royaume-Uni, l'Écosse est considérée comme périphérie. La Barbade, elle aussi, est considérée comme périphérie. Et la Caraïbe aussi. Et non pas le centre comme vraiment elle devrait être. Réaliser ce film ici m'a fait vraiment penser à la manière dont nous concevons l'histoire et le rythme cyclique de ces conversations. Il y a ces moments de contestation, de révolte et aussi ma participation personnelle dans tout cela. Puisque j'étais ici pour les contestations de Black Lives Matter et aussi sur la place de la statue de Nelson. Et une des choses qui me paraissait très intéressante et importante pendant que je faisais partie des contestations de Black Lives Matter, c'est le moment où une vieille dame, a demandé à ceux qui étaient en train de faire ces contestations, pourquoi êtes-vous en train de faire cela pour des choses qui se produisent aux États-Unis? Et je me disais que cette femme pose une question qui est très importante, la question la plus importante que j'ai entendue récemment en fait. Et je pense souvent à cela. Si quelque chose comme ça arrive ici, et c'est vrai que nous devons vraiment réfléchir à des choses comme ça, ces actes de violence qui peuvent se produire à la Barbade, qui n'arrivent pas souvent. Je doute fort que des gens au Royaume-Uni auraient été en train de faire des contestations contre ça. Je pense pas que des gens dans le monde, dans d'autres parties du monde, feraient ça non plus, même dans la Caraïbe. Mais c'était à ce moment-là, pendant que je faisais partie de ces contestations, que je réfléchissais à ces révoltes historiques. Que ces révoltes soient sur les plantations ou en mer, le fait que ces révoltes était ce qui engendrait l'émancipation. Je crois c'est Saidiya Hartman qui parle du fait que nous ne fêtons pas l'événement de l'émancipation. On le considère comme un événement qui n'était pas important. Et qu'en fait, elle n'a peut-être pas conduit à la liberté. Et je crois que c'est très important de penser à cette idée de liberté. Qu'est-ce que la liberté? En fait, j'ai grandi dans la contestation. J'allais avec mes parents, j'étais là au moment où les ouvriers, les employés contestaient la réduction de 8% de salaire. Et cette idée de responsabilité sociale, de contrat social, et qu'en fait, nous sommes responsables les uns pour les autres. Cela me préoccupe beaucoup. Cela vraiment me pèse. Et c'est comme si je veux offrir cela à ceux qui regardent mes expositions. Je veux leur donner ce contrat social. Jusqu'à quel point allez-vous rester passif? Comment allez-vous rester passif quand vous êtes maintenant au courant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et en fait, quand je réalisais ce film, j'étais vraiment épuisée.
Et je réfléchissais à la fatigue, après avoir constaté le nombre de morts à cause de Covid. Et puis, il y avait la mort de George Floyd. Et aussi la mort d'un jeune noir au Royaume-Uni. Il n'y avait rien dans les journaux. Et j'ai pensé au fait que parfois la résilience nous pèse dessus jusqu'à nous épuiser. Et mon père a partagé un article avec moi sur l'érosion, les effets de changement constant et en fait le lien avec Black Lives Matter. Et en fait la relation de ces événements sur la santé des gens noirs, parce qu'on parle de traumatisme épigénétique ou traumatisme dû à ce racisme systématique, d'avoir à vivre avec ça, que tout cela a un impact sur l'espérance de vie des gens noirs. Donc, nous voyons là encore cette idée d'érosion dont parlent Toni Morrison et Christina Shaw. Et en fait, son travail sur la révolte et l'impact et le travail de Saidiya Hartman, justement, ça mène sur les réflexions sur le refus, le rejet. Cela m'intéresse beaucoup et la manière dont elle pense à la fugue et comment cette fugue peut créer des espaces qui nous permettent de parler et nous permet d'avoir l'amour et la guérison. Cela m'interpellait quand je faisais des recherches pour ce travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette phrase que tu as citée, c'est le droit de vivre en liberté. Et cette phrase m'a vraiment frappée et elle m'a fait commencer à réfléchir à la question de la liberté. Qu'est-ce que cela veut dire d'être libre? Est-ce que nous pensons que c'est acquis? Surtout quand il y a tellement de violence. Et j'ai des images de mon neveu qui datent, il avait peut-être 7 ans. Et j'ai pensé à lui dans cette partie du film, il dansait avec l'eau. C'est un moment vraiment beau d'innocence qu'il est en train de vivre. Là, il est dans son propre pouvoir. Sa liberté est précieuse. On peut la ressentir en ce moment. Et d'une certaine manière, ce film cherche l'espoir. Cet espoir pour cette liberté. Cette liberté que nous pouvons avoir par le rejet, le refus. Peut-être en trahissant l'État, ou on doit trouver d'autres moyens de l'avoir. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très important dans notre histoire et nous devons y penser, réfléchir bien. Qu'est-ce que la liberté? Quelles sont nos croyances sur la liberté? Et quelle est notre relation avec cette liberté? Alors, cette image-là, c'était quand j'étais au Brésil, je participais au carnaval et la police, en fait, pourchassait les gens. C'était tellement fort, on ne pouvait pas vraiment séparer cette expérience de joie
de l'expérience avec la police. Ils sont intimement liés et cette liberté qui est là en train d'être vécue, même si c'est sous le regard de la police. En fait, cela est resté avec moi. C'est beaucoup, mais c'est aussi penser à la manière dont on peut avoir la guérison avec la liberté. Alors, j'ai 2 questions encore pour toi et puis nous allons permettre aux autres de poser des questions. Parce que là, ils peuvent utiliser le chat pour poser leurs questions. Alors, nous sommes toutes les deux des fans de l'artiste Sonia Boyce. Quand nous sommes parlé il y a 1 mois, je t'ai demandé quels étaient les personnages qui ont influencé ton travail. Et tu as mentionné, bien évidemment, tes parents et l'influence d'avoir grandi dans une maison avec des artistes, des conservateurs. Mais tu as aussi mentionné Sonia. Et cela, en fait, m'a rappelé qu'effectivement, tu étais là quand Sonia est venue pour un de nos programmes il y a 1 décennie. Et elle a fait des ateliers avec des étudiants au Community College et d'autres artistes. Actuellement, tu as une exposition à Birmingham et nous regardons des images de cette exposition qui a commencé avant Covid et maintenant on l'a réouverte. L'exposition est intitulée In the Castle of My Skin, en hommage à, bien évidemment, George Lamming. Et là, tu démontres 2 œuvres, le film Between a Whisper and a Cry et l'autre sur la danse limbo. Et en fait, quand je t'avais posé la question sur l'influence, je pensais à Sonia. C'était en fait une question qui allait dans ce sens. Parce qu'il est très clair que vous avez en commun cette idée de collaborer dans vos œuvres et l'importance d'avoir une relation, de se connecter avec ceux qui regardent les expositions que tu fais. Alors, je t'avais déjà demandé ça, mais je veux que tu parles un peu plus, que tu nous donnes des détails sur cette idée de collaboration dans les œuvres que tu fais. Et en fait, l'impact de la distanciation physique sur ton travail. C'est une bonne question et le rapport avec la distanciation physique, parce que effectivement je dois réfléchir à cela. Tu sais, j'ai un très bon souvenir de ma rencontre avec Sonia, parce que j'avais l'occasion de partager un peu de mon travail avec elle et je me rappelle qu'elle m'a dit que cela devrait être intéressant de travailler avec tous les différents éléments avec lesquels je travaille, parce qu'effectivement, j'utilise plusieurs moyens de travailler. Et elle m'a demandé si effectivement les gens ne voulaient pas me pousser à travailler avec une seule méthode. Et en fait, je lui ai dit oui. Ils essaient de faire cela. Et elle m'a dit que je dois tout simplement ne pas faire attention à cela. Et quand je me sentais vraiment poussée à faire quelque chose, que je dois le faire. Elle m'a parlé du fait qu'elle a travaillé avec plusieurs personnes différentes et le fait qu'elle a eu beaucoup d'aide dans ses recherches. Et j'ai trouvé tout cela très utile.
Elle a aussi parlé de son travail à Venise et son travail avec Elena Arsenal. J'ai vraiment aimé ce travail. Et en termes de collaboration, j'apprécie beaucoup sa manière de collaborer avec plusieurs personnes. C'est vraiment magnifique de faire cela. Et cette idée de collaboration est devenue vraiment le plus important moyen de travailler pour moi. Et cela m'a influencé aussi quand je suis devenue membre du comité à Trans International, parce que nous étions un groupe d'artistes, de conservateurs et chercheurs qui se sont réunis pour réfléchir à comment créer de l'art. Et cela à un moment où il y avait moins de financement. Et là, nous sommes là, un comité qui regardait les questions d'omission et d'autres questions concernant des groupes marginalisés en Écosse. Et c'est très intéressant pour moi de voir comment cette collaboration devenait un espace de rêver, de penser à l'amitié comme des moyens de s'orienter, comme une boussole. Et j'ai vraiment pensé que c'était vraiment un moyen intéressant de réfléchir à ces amitiés dans un groupe de personnes sans hiérarchie et de faire partager tout cela avec d'autres personnes. Et cette expérience à transmission m'a vraiment donné beaucoup en termes de fondement pour le travail que je fais actuellement, puisque je travaille avec plusieurs personnes et des organisations différentes. Et là, mon pouvoir comme la personne qui fait tout, cela ne peut pas se faire puisqu'il y a d'autres personnes qui entrent dans cette collaboration et m'empêchent de tout contrôler parce qu'ils me posent des questions, mais aussi que je crée des espaces pour que les gens puissent être en mesure de se sentir au contrôle, de réfléchir, de rêver et de penser à leurs idées sur ce que moi je fais. Ça c'est un vrai don, mais c'est quelque chose qui te permet de rester humble en tant qu'artiste et t'aide à te concentrer sur l'apprentissage en continu. Alors, quelque chose sur lequel je travaille avec Glasgow Sculpture Studios est une association qui aide les gens avec des demandes d'asile et des communautés de migrants. Nous travaillons avec le Joyous Choir et c'est une de leurs initiatives. Ils m'ont appris tellement sur la révolte, la joie, la musique, le chant, comme une manière de se libérer. Et la voix comme un moyen de guérison. Et je réfléchis à cela tout le temps. Je réfléchis à cela vraiment tout le temps. Et la capacité d'avoir l'espoir et de garder ça à l'esprit quand on est dans une situation vraiment précaire. Et heureusement, par le biais de cette collaboration, je pense que cela fait des années que nous collaborons, c'est peut-être depuis 2016. Et le projet que je fais avec une collaboratrice de longue date, je crois vraiment que c'est une des meilleures choses
que je fais dans ma pratique et en matière de collaboration. Et quand il s'agit de la distanciation physique, c'est intéressant que ce film a été réalisé entièrement, vraiment avec la collaboration. Il y a des collaborateurs anciens, nouveaux, mais ils sont tous de la Barbade. Et en fait, justement, on réalise tout cela à distance, puisque les frontières sont fermées. Donc, en fait, c'est un nouveau point de collaboration que j'ai vraiment aimé parce que cela engendre la confiance et l'espoir. Donc, je dirais que ce nouveau film est vraiment basé sur l'espoir. Et en fait, voilà, il y a un lien avec ma dernière question. Alors, on t'a sélectionné pour être parmi les artistes de British Art Show 9 qui aura lieu en 2021. Alors, les conservateurs ont expliqué que les artistes retenus pour cette exposition répondent de manière critique à cette période assez critique dans l'histoire du Royaume-Uni. Et je cite, ils apportent la politique, l'histoire de l'identité, des questionnements sur le pouvoir comme le centre de la conscience publique, en explorant de nouveaux moyens de résistance et d'imaginer des avenirs avec plus d'espoir. Alors, quand toi tu réfères au Royaume-Uni, c'est toujours en relation avec le diaspora, l'expérience de la migration, le colonialisme et l'expérience traumatique que l'impérialisme a eue sur la région de la Caraïbe et des gens noirs. Donc, je me demande si tu as beaucoup d'espoir sur l'avenir ou les avenirs et quels sont les modes de résistance que tu vas employer pour ces avenirs d'espoir. Ça, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que beaucoup de tout cela a à voir avec l'autocompassion. Ayant vécu au Royaume-Uni pendant longtemps, pas de façon consécutive, et quand je pense à l'Angleterre et en fait mon identité britannique, c'est surtout du point de vue d'être migrant. Et ma perspective, c'est vraiment parce que je dois regarder en arrière sur la Barbade et le Royaume-Uni. Et quand il s'agit de l'espoir, si en fait je n'avais pas de l'espoir, je ne pensais pas que ça valait la peine de travailler. Et le fait que je travaille en regardant des œuvres de personnes comme Saidiya Hartman, je pense réellement à Bell Hooks et la manière dont elle crée des espaces où nous pouvons réfléchir à l'espoir. Et j'aimerais penser que l'art est vraiment une chose intime. Il permet aux gens de réfléchir sur leur propre façon de voir les expériences à travers des images, au fond du cœur même. Et le travail que je fais pour le British Art Show, je suis vraiment contente que cela va se produire dans des espaces différents.
et que chaque espace est différent, le contexte est différent. Et cela veut dire que les conversations vont être différentes et peuvent même devenir beaucoup plus importantes. Alors, le travail que je vais faire, peut-être que des éléments de mon travail seront absents. Pour moi, c'est de l'espoir. Et je crois que c'est vraiment bon de pouvoir interpeller les gens à penser, à réfléchir à ces histoires différentes et douloureuses, difficiles. Surtout dans le contexte du Royaume-Uni où ces sujets ne sont pas d'actualité, on ne parle pas souvent de ces sujets. Alors, en fait, je suis vraiment passionnée par ce nouveau développement dans mes recherches et cela me passionne de penser à ce qui va arriver par la suite. Parce que un des espaces, Plymouth, est important dans le colonialisme et comment on peut penser à cet espace dans ses relations avec la Caraïbe, l'Amérique, parce que c'était un des points clés du colonialisme. Et il est important aussi dans l'expérience des migrants et c'est important de réfléchir à où nous en sommes maintenant. 400 ans après la première arrivée de ces pèlerins sur Plymouth Rock. Cela sera une aventure très intéressante. Ok, nous avons encore 10 à 15 minutes qui restent. Si les gens veulent poser des questions. Alors, nous avons un commentaire ici qui dit que la diapositive précédente est très cool. L'arbre qui se tend vers l'extérieur. Et je dirais que cette image est de Reset, qui est l'œuvre, bon, enfin, tout le monde a un petit aperçu ici, du film que tu réalises comme partie du Freeze Awards et qui sera lancé le mois prochain. Est-ce que tu peux nous en parler? Je peux en dire quelques mots. Je suis vraiment contente que tu as cette image qui vient en fait d'un de mes collaborateurs de longue durée. J'ai vraiment de la chance d'avoir de la famille qui est vraiment investie dans l'art et qui m'ont soutenue pendant ma carrière. En fait, c'est mon père qui a filmé cela pour moi. Tôt, quand j'ai reçu l'invitation. Et ce n'est pas trop loin de ma maison à Christchurch. Et ce n'est pas loin de cet endroit où il y avait des arbres qui ont brûlé. Et quand je regardais cet espace, je voyais que je réfléchissais à ces images encore une fois, de ce que je voyais sur le plan mondial, des entreprises où on a mis le feu, de révolte, et comment je pouvais avoir des conversations sur le plan géographique sur ces histoires difficiles. Le titre de départ était vraiment, en fait, en relation avec ce que j'avais dit au départ, l'idée de Wilson Harris et Camel Brathwaite qui parle de ce membre du corps fantôme et la coupure de ces membres du corps. Donc, en fait, mon bras tendu est un moyen de parler de cela.
c'est un moyen de regarder en avant et de regarder en arrière, dans un état de confusion, de précarité, des îles, mais aussi avec des éléments d'espoir. Alors, comme le suggère le titre Reset, il cherche à encourager un renouveau entier d'où nous sommes actuellement. Donc, en fait, c'est comme une trilogie difficile, une trilogie qui met mal à l'aise, avec les deux films que j'ai mentionnés auparavant, mais il peut être vu seul. Et ça devient un moyen de réfléchir à ce qu'a été le printemps et l'été. J'avais de la chance d'avoir plusieurs partenaires qui m'ont soutenue avec de la patience. Donc, en fait, j'ai réalisé ce travail. Cette image a été réalisée dans un endroit en Écosse qui est très, très beau, qui s'appelle Jeep to Artland. C'est un bâtiment très intéressant. Il y avait un propriétaire en tabac. Il avait des plantations. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des anciennes religions, des spiritualités anciennes. Alors, cette danseuse, Melanie Broom, est en fait de parenté barbadienne, mais elle a grandi au Royaume-Uni, mais elle a une équipe très caribéenne qui travaillait avec moi sur le film. Donc, ça, c'était aussi très bien. Et elle devient ce personnage qui symbolise ces moments de rejet, de refus. Donc, cette fin de la trilogie, une fin possible, c'est comme ça, puisque le film interpelle à la réflexion. C'est plus lent que d'autres œuvres que j'ai, parce que j'essaie de faire autrement pour ceux qui regardent les expositions, de comment j'aurais pu faire dans les situations auparavant, puisque j'avais un espace physique pour eux. Alors, en fait, c'est une invitation à partager avec moi ce voyage et de réfléchir sur ce moment très difficile de violence et d'espoir et aussi leur deuil. Donc, en fait, ce film a beaucoup d'éléments. Nathalie, je ne sais pas s'il y a des questions sur Facebook. S'il y en a, tu peux peut-être les mettre dans le chat pour nous. Mais entre-temps, je peux poser d'autres questions. J'en ai d'autres. Il y avait un article, en fait, un entretien avec toi dans Studio International. Avec cette bonne citation, je vais poser ma question. La question vient par la suite. Tout le monde sait où se trouve le Royaume-Uni, mais personne ne sait où se trouve la Barbade. Et en fait, cette réalité de l'ignorance pousse ton travail vers l'avant. Et pourtant, je vois maintenant qu'il y a des gens qui postent des articles sur le fait que la Barbade deviendra une république. Et même avec l'annonce que nous allons offrir ces visas d'une année. Et en fait, on dirait qu'il y a une plus grande visibilité.
pour ce pays que parfois les gens ne peuvent pas retrouver sur une carte. Je me demande comment tu vois tout ça. Maintenant, il y a, c'est comme on dirait une visibilité qu'on exige, mais une fois hors de la région, ce n'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi. On a eu des avancées en ce sens-là, surtout avec ce programme de visa. Alors, j'avais des gens qui disaient, attends, je peux venir vivre à la Barbade. Oh, ça doit être fantastique. Et bien sûr, ce serait le cas. La Barbade est vraiment un endroit merveilleux. Soit si on est né là-bas ou bien si on y vit. Je m'intéresse à ces conversations sur la Barbade et sa place dans le monde et comment ça change. Et nous sommes dans une période nouvelle, surtout quand il s'agit de lois sur les unions civiles de couples de même sexe. Sur le fait de devenir une république. Alors, cela permet d'avoir beaucoup de conversations, peut-être qui auraient dû avoir lieu, sur ce que c'est que la souveraineté, sur notre compréhension du pouvoir. Et je suis très curieuse de voir comment cela va se traduire dans les œuvres et je suis sûre que cela va se voir dans des œuvres dans l'avenir. Surtout puisque les choses se tournent vers la Barbade. Et surtout dans le contexte des anciennes générations qu'on avait expulsées. J'utilisais beaucoup d'images assez stéréotypes, le stéréotype que les gens acceptaient et s'y attendaient, de la joie, de l'amusement, dans la Caraïbe. Alors maintenant, avec cette idée, l'image de la Caraïbe change et je suis vraiment intéressée de voir la direction dans laquelle tout cela ira et la manière dont la conversation va changer, j'espère, en termes de l'importance de la région et les œuvres créatives qui se produisent ici. Et je pense que pendant assez longtemps, on a été assez limité par ces histoires, puisque ça dépendait de qui racontait notre histoire. Donc, je regarde et je suis très intéressée de voir comment ça va se passer. Nous avons une question ici de Abby Brainbridge. Depuis combien de temps est-ce que la météo a été un thème dans tes œuvres? Et comment est-ce que tu arrives à avoir des images pour ton travail? C'est une bonne question. Alors, comme j'ai mentionné quand j'étais en train de travailler sur Between a Whisper and a Cry, cela m'avait vraiment choqué, cette ignorance envers la Caraïbe et sa saison d'ouragan. Et je pense que c'est cette passivité et manque de volonté à ce qui a contribué à cette situation de colonialisme météorologique, puisque en tant qu'anciens colonies, nous sommes là maintenant confrontés aux catastrophes naturelles. Et je pense que cela fait quelques années, mais surtout à partir de 2018. Et les images que je trouve, puisque, je regarde beaucoup de films,
de beaucoup de gens différents. J'ai toujours été obsédée par des films, mais j'ai trouvé de la peinture, des photos de la région. Et je sais que quand je visite de nouveaux espaces, je suis encore plus curieuse de savoir quelles images je vais voir. Alors, en réalisant Between a Whisper and a Cry, je réfléchissais beaucoup à des zombies et le lien entre les zombies et la main-d'œuvre et le capitalisme. Il y a une partie du chapitre du mois d'août où j'ai marché avec un zombie, c'est le titre, cette partie-là, et quelques images étaient prises de cette partie. Et j'aime bien la manière dont Arthur Jafa utilise ces manières de juxtaposer des images. Et ces images sont des ressources, et je pense que c'est une manière intéressante de se connecter avec ses idées. Et c'est pour moi un outil, et je crois que c'est vraiment une manière très caribéenne de travailler. Et je pense que pour moi, c'est vraiment la manière dont j'ai travaillé depuis que j'étais enfant, et notre manière de penser à ces formes de collaboration, comme le carnaval et de faire les costumes. Oui, parce que ces idées sont toujours là pendant que je crée mon travail, mes œuvres. Est-ce que nous pouvons aller à la question suivante? Bien sûr. Alors, cette question, même s'il est marqué que ça vient de Joanna Walcott, je crois que c'est de Jessica. Alors, est-ce que tu trouves des liens entre la météo et les œuvres de Morrison et Sharp, et le fait que le climat est hostile au Royaume-Uni? Oui, absolument. Je pense que l'ambiance hostile, c'est en fait ce qui reste après l'esclavage. Et c'est sûrement la météo. J'ai commencé à regarder cette œuvre et le thème, ce thème d'anti-blackness, pendant que j'étais chercheuse en Afrique du Sud. Et c'était la période où il y avait des lois qui contrôlaient et qui la situation était hostile. Et il y avait aussi à ce moment-là des documents des personnes de Windrush Generation, des documents qui ont été détruits. On demandait aux propriétaires d'informer les autorités s'ils avaient des locataires de cette génération, de cette période. Il y avait des médecins qu'on demandait de faire la même chose aussi par rapport à leurs patients, qui justement menaient à l'expulsion de ces personnes. Et on les a mis en prison. C'était comme des prisons. Et il y a le lien entre la manière dont Sharp et Morrison parlent de ce climat qui ne cesse pas de continuer de anti-blackness. Alors pour moi, effectivement, il y a un lien et j'apprécie bien ce lien. Nous avons une question d'Anissa Wood qui demande... elle dit qu'elle apprécie bien la conversation jusqu'ici. Elle demande quelles sont les influences sur les vêtements, les costumes et même ce que tu utilises dans les vidéos, par exemple dans le film Between a Whisper and a Cry.
Je pense que l'image principale que l'on peut voir, c'est l'image d'une danseuse qui porte un vêtement qui ressemble à un marin. Je vais vous donner quelques informations sur la scène. Alors, j'essaie de me rappeler effectivement de quelle image que vous voyez. Voilà, sur la diapo, je vois celle-là. Quand vous me voyez sur le bateau, je réfléchissais et je porte un tissu imprimé léopard. Et en fait, je réfléchissais à des connotations différentes sur le plan spirituel. Et justement, l'imprimé léopard, on voit ça beaucoup en Afrique du Sud, dans des endroits de spiritualité pour la méditation. Et comme vous savez, la coquille, c'est une image qui a un lien assez fort entre la Caraïbe, les Amériques avec l'Afrique. En fait, on les utilisait même comme monnaie courante. Alors, je réfléchis souvent à ces différents symboles et les suggestions différentes afin de pouvoir créer une ambiance esthétique assez bien précise et dans Reset. Et encore, j'ai travaillé étroitement avec un designer de la Caraïbe qui est basé en Écosse et avec Sabrina Henry qui est de l'île de Nevis. Et elle fait beaucoup de recherches sur les connotations spirituelles de ces différentes pratiques. C'est en fait elle qui a dessiné les costumes pour le film. Et justement, c'est là où on va voir des différentes formes de guérison, des pratiques différentes. Mais pour Between a Whisper and a Cry, il y a aussi, vous allez voir deux danseuses qui portent des costumes de marins. Malheureusement, vous n'avez pas accès à cela maintenant. En fait, on a réalisé cela dans un endroit qui s'appelle Clipeboard Shipping. Et c'est en fait un conglomérat assez ancien. C'est dans le domaine du maritime. Et ici, c'est leur siège à Glasgow. Et là, vous voyez des bois d'acajou. Et on voit la danseuse, elle s'appelle Divine. J'ai réfléchi beaucoup à cette histoire de costume de marin dans le carnaval à Trinidad. Et je voulais que Divine pense à la question de et si un marin de la Caraïbe se trouvait en Écosse et leur rejet, leur refus, ils allaient devenir ces personnes qui refusaient. Et ainsi, comment elles pouvaient projeter ça dans sa danse, ce refus. Et tout cela dans cet espace, mais en fait, il y a une partie qui n'est pas disponible, mais elle est le personnage dominant de la scène. On dirait plus grande que la vie. Alors, en fait, le costume est très important. Si c'est moi qui le fabrique ou quelqu'un d'autre, ou si c'est quelqu'un d'autre qui les fait, ils sont très, très importants. Alors, si vous regardez l'image sur le limbo, en fait, il y avait une autre fonction. Puis, effectivement, je l'avais porté à Montréal. Voilà, Nathalie, ouais.
Alors, ce costume-là, effectivement, je voulais l'utiliser pour autre chose. Et c'était dans le sens d'explorer d'autres manières de concevoir la masculinité. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'était bon, hein. Tu as dit beaucoup de choses auxquelles moi je pensais, donc effectivement j'étais contente d'avoir cette réponse. Alors Annie-Paul, elle a un autre commentaire. Elle suggère que peut-être que tu veux lire le dernier roman de Diana Macaulay, Daylight Come, qui est aussi un ouvrage avec le thème de la météo. Ah, merci beaucoup pour cette recommandation. J'ignorais effectivement ce roman et je ne connaissais pas Diana Macaulay, donc merci Annie. En fait, je vais noter ça maintenant. Alors, je pense qu'avec cela, nous allons terminer notre discussion. Nous avons répondu à toutes les questions. Je veux remercier Alberta et le fait de pouvoir parler avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un moment merveilleux de voir un peu plus du travail que tu fais et d'apprendre un peu plus sur ce que tu fais et de savoir comment tu passes ton temps. Et c'était vraiment, vraiment merveilleux. Et je veux juste rappeler à tous qu'il faut vraiment anticiper Reset, qui sera peut-être disponible en ligne par l'association Freeze après la première émission à Londres. Alors, nous sommes impatients de voir ce qui va se passer. Alors, tu as dit que tu vas entrer la semaine prochaine, donc nous attendons pour voir ce que tu vas faire pour la suite cette année et l'année 2021 qui s'annonce très mouvementée pour toi. Tu seras très occupé. Alors, merci encore. Avant de terminer, je demande à Nathalie si elle peut montrer les 2 dernières diapos. Je veux juste faire mentionner 2 événements qui auront lieu. Le deuxième dans cette série In the Process, qui aura lieu samedi 17 octobre à 13h, l'heure Eastern Standard Time. Et pour cette émission, nous aurons Steve Boras qui aura une conversation avec Dominique Brobian. Et demain, si vous serez à la Martinique, si vous êtes en Martinique, il y a plusieurs membres de IACA Martinique qui lancent une nouvelle conversation d'artistes avec des critiques et la première conversation aura lieu à l'habitation Clément. Et là, nous aurons les œuvres d'Hervé Bose. Et vous pouvez trouver ces informations sur le site web d'IACA Sud de la Caraïbe. Alors, je vous invite à regarder notre page Facebook et là, vous aurez toutes les informations. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été avec nous et merci encore Alberta et nous espérons te revoir encore en octobre. Au revoir à tous.